Tu te demandes pourquoi le prix touche ton stop loss avant de repartir dans le bon sens? La réponse tient en un mot, la liquidité. Dans cette vidéo, je repars de zéro pour t'expliquer la liquidité sur les marchés financiers. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler comment identifier les zones de liquidité que les institutions ciblent systématiquement. J'ai généré des centaines de milliers d'euros en trading, notamment grâce aux propres firmes et aux concepts liés à la liquidité. Et aujourd'hui, je te partage mes connaissances pour t'aider à t'améliorer. Avant de se rendre sur les graphiques, on va repartir de la base en discutant de la notion de liquidité sur les marchés financiers et dans la vie courante. La liquidité, c'est la capacité qu'a un actif à être acheté et vendu rapidement. On peut aussi parler de la facilité et de la vitesse relative à transformer un actif en un instrument d'échange. Ici, quand je parle d'instrument d'échange, je parle de monnaie et donc d'argent, parce que cette définition, elle implique que la monnaie est l'instrument le plus liquide, parce qu'elle est l'intermédiaire des échanges, alors que les autres actifs, eux, vont nécessiter des coûts de transaction qui peuvent être du temps ou de la monnaie. Par exemple, si aujourd'hui, j'avais décidé de couper toute mon exposition sur le Bitcoin, j'aurais juste à appuyer sur un bouton vendre et quasiment automatiquement, je trouverais une contrepartie qui me permettrait d'échanger mes crypto-monnaies en euros. On pourrait donc parler de Bitcoin comme un actif plutôt liquide. À l'inverse, si je prends l'exemple d'un bien immobilier que je souhaite vendre aujourd'hui, je vais sûrement attendre des mois et des mois avant de trouver un acheteur, de finaliser les papiers, etc. Donc on parle de l'immobilier comme un actif extrêmement illiquide parce que sa capacité à être vendu rapidement, elle est extrêmement faible. Mais dans le cadre des marchés financiers, c'est un petit peu différent. Il va y avoir trois paramètres qui vont influencer grandement la liquidité d'un actif. Le premier, ça va être le volume. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et vendent cet actif? Ici, je vous ai représenté un graphique avec ce qu'on appelle le volume profile qui va détailler la quantité de volume acheteur et vendeur sur chaque niveau de prix. Donc on peut déjà voir qu'il y a des zones sur le marché où il y a plus de liquidité que d'autres. Par exemple, dans cette zone-là où il y a la ligne rouge, il y a beaucoup plus de liquidité que dans cette zone-là qui est juste ici, où il sera plus difficile d'acheter et de vendre l'actif en question. Le deuxième point, c'est le spread. Si vous n'êtes pas forcément super à l'aise avec cette notion, j'ai fait une vidéo sur le carnet d'ordre dans lequel on aborde beaucoup cette notion de spread. Je vous la mets juste en haut à droite si ça vous intéresse. Mais en tout cas, le spread, donc la différence entre notre meilleur prix d'achat et notre meilleur prix de vente, c'est un indicateur qui nous permet de jauger le niveau de liquidité d'un marché. Par exemple, si je prends le cours d'une action et que le premier vendeur est prêt à vendre son action à 1500 euros tandis que le premier acheteur est prêt à l'acheter 1000 euros, il y a un spread de 500, c'est énorme comme spread. La réalité, c'est que sur un actif liquide, on aurait plutôt un spread qui serait de l'ordre de 0,01 avec un premier vendeur qui vendrait son action à 1000,03 et un acheteur qui achèterait cette même action au premier prix de 1000,01. Là, c'est un spread qui nous indique qu'on a un marché plutôt liquide. Le troisième point, c'est la saisonnalité. Là, en bleu, vous avez la tendance des gens qui vont aller chercher des informations sur le Bitcoin et en rouge sur la bourse. Donc, on voit qu'il y a une certaine saisonnalité. Par exemple, si on regarde, ici, on est le 30 juin 2024, donc ça englobe globalement le mois de juin, de juillet et d'août juste ici. On a une saisonnalité qui est beaucoup plus calme parce qu'il y a beaucoup moins d'événements économiques durant cette période-là, que les traders sont en vacances, que ce n'est pas le moment où les institutions financières sont les plus actives sur le marché et ça impacte donc sur la liquidité. Si je prends un exemple dans la vie réelle, si vous êtes sur une plage en plein été, vous allez certainement avoir dans les 5 prochaines minutes quelqu'un qui va passer pour essayer de vous vendre des bouteilles d'eau ou une glace. Si vous retournez sur cette même plage au mois de février ou au mois de janvier, en France en tout cas, et que vous vous installez, je pense que vous pourrez faire des heures et des heures et des heures avant de voir quelqu'un qui va essayer de vous vendre de l'eau ou des glaces à cette période-là de l'année. Et ça, c'est la saisonnalité. L'actif, donc ici l'eau ou les glaces, est beaucoup plus facile à acheter à un moment, en été, qu'il l'est à un autre moment, en hiver. Donc on a abordé la notion de liquidité dans sa globalité. On va maintenant faire un focus micro sur un actif et donc sur un graphique financier. Quand on parle de capacité d'acheter et de vendre rapidement sur les marchés financiers, ça se traduit naturellement par la contrepartie que l'on trouve au carnet d'ordre. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le carnet d'ordre, je vous invite à aller la revoir. Mais globalement, si on trouve une contrepartie rapidement à votre position acheteuse ou vendeuse, on peut estimer que l'actif est liquide. Mais pour mieux comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment fonctionne une position de trading. Et restez bien jusqu'à la fin parce que si vous comprenez ça, vous comprenez 95% de la liquidité sur les marchés. C'est un point que beaucoup de traders n'ont pas forcément en tête, mais une position de trading, qu'elle soit short, donc une position baissière, ou qu'elle soit longue, implique 3 ordres. Il n'y en aura que 2 qui seront activés, mais en tout cas, au moment de l'exécution de la position, si vous avez un stop loss take profit, le total d'ordres passés au marché, il est de 3. Le total d'ordres qui sera exécuté, lui, sera de 2. Parce que vous ne pouvez pas perdre et gagner à la fois. Donc globalement, si je prends le schéma de notre position baissière, on va avoir un premier ordre qui va être un sell. Évidemment, si on veut parier sur une baisse du marché, il faut commencer par vendre le marché. Imaginons que votre position se passe bien et que vous atteignez votre objectif, vous allez devoir acheter le marché pour sortir de votre position. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert. Vous avez vendu un actif sans le posséder. Donc pour clôturer votre position, vous allez devoir acheter cet actif. Et peu importe
importe que ce soit une perte ou que ce soit un gain, pour sortir de la position, vous devrez forcément acheter le marché. À l'inverse, ce sera peut-être un exemple qui vous fait un petit peu plus sens sur une position longue, donc une position haussière, une position où vous allez parier sur la hausse du marché. Vous allez commencer par acheter le marché en passant un ordre. Encore une fois, que vous faites des gains ou des pertes, vous allez devoir sortir de votre position de trading à un moment donné et cette sortie, elle s'effectuera par une vente du marché. Vous achetez l'actif, quand il a gagné en valeur, vous le vendez. C'est cette logique-là qu'il faut comprendre. Et ce schéma, il nous amène à un point ultra important. Il y a des zones sur le marché qui contiennent plus de liquidités que d'autres. Et en grande partie parce qu'il existe des stop-loss ou des take-profit à ces niveaux-là. Et toute cette accumulation de positions de trading, elles deviennent une cible pour les grosses sociétés qui souhaitent se placer sur les marchés financiers avec de très gros montants. Et ça, on va l'expliquer juste un peu après dans la vidéo, mais on va commencer par aller sur les marchés financiers réels pour essayer de trouver ces zones de liquidité. Donc là, on se retrouve sur le Bitcoin. J'ai remonté un petit peu le graphique pour trouver une configuration de marché dans laquelle les zones de liquidité sont très compréhensibles. Et c'est le cas ici. Vous voyez bien qu'au fur et à mesure du temps, il y a des zones comme celle-ci dans lesquelles le prix bute, avec un rebond ici, deux rebonds ici, trois rebonds ici, quatre rebonds ici, il y en a même un dernier ici. Ces zones-là, ce sont des zones de liquidité. On peut en trouver à la hausse également avec une zone de liquidité qu'on va venir voir ici, avec un rebond ici, un deuxième rebond là, un troisième rebond, un quatrième, cinquième rebond ici. Et si on zoome encore plus, vous allez voir, il y a même un cinquième rebond ici, avant qu'on casse cette zone de liquidité. Je vous épargne les toutes petites zones de liquidité en interne qu'on pourra sûrement voir ici, mais on va pas forcément toutes les regarder puisqu'il en existe énormément et partout sur le marché. Si vous suivez bien, la question que vous vous posez, ça doit être, mais comment ces institutions et ces sociétés à forte capacité de financement, elles font pour récupérer ces zones de liquidité et pourquoi elles le font? Pourquoi s'embêter à attendre que de la liquidité soit présente alors qu'il y en a à peu près constamment sur les marchés extrêmement liquides comme le Forex ou les indices? Je profite de ce moment de la vidéo pour vous remercier car vous êtes des centaines voire des milliers à regarder mes vidéos chaque semaine. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à rejoindre le Discord en description pour que l'on puisse discuter de trading ensemble. Revenons à nos soucis de liquidité. Le problème numéro 1 d'une fait de ne pas pouvoir se placer comme un trader particulier pour une institution réside dans la quantité d'ordres à ouvrir. En effet, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le carnet d'ordre, je vous conseille d'aller la voir. Je crois que c'est la 3e fois qu'on le dit, mais c'est parce que j'essaye d'avoir un sens logique dans lequel je tourne mes vidéos. C'est pour qu'en suivant pas à pas, vous comprenez clairement ce que je veux dire à chaque fois. Vous savez peut-être que pour ouvrir une position avec énormément d'ordres, il faut soit qu'il existe une contrepartie à hauteur de votre quantité en face, c'est le cas d'un ordre limite. Pour que l'entièreté de votre position soit ouverte, il faut qu'il y ait quelqu'un en face qui vende à ce même prix-là l'entièreté de votre position. Évidemment, la problématique associée à ce type d'ordre, c'est que vous ne serez pas forcément entièrement exécuté. Si vous avez acheté par exemple 1000 lots et qu'en face il n'y a que 50 lots qui vont être vendus, et ben vous serez exécuté à hauteur de 50 lots et pas plus. À l'inverse, vous pouvez acheter ou vendre le marché en exécutant un ordre market. Dans ce cas-là, vous serez entièrement exécuté, mais vous acceptez alors de subir un décalage de prix. Dans le cas où vous souhaitez acheter 1000 lots et qu'il n'y a que 50 lots en face, vous allez être la contrepartie de ces 50 lots et vous allez donc ouvrir 50 lots à un prix et ensuite on va aller chercher par exemple 25 lots sur le prix suivant, donc le prix un tout petit peu plus cher, etc., 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 jusqu'à ce que vos 1000 lots soient exécutés. Mais la problématique, quand vous êtes une institution ou une grosse société financière, c'est qu'aucun de ces ordres peut marcher, parce qu'il n'y aura jamais personne susceptible d'exécuter votre ordre limite. Vous avez bien trop d'argent et bien trop de liquidité pour qu'un vendeur ou qu'un acheteur en face puisse être votre contrepartie. Et si vous passez par un ordre market, vous allez subir un décalage de prix qui est énorme. Vous avez tellement d'argent qu'en fait, la contrepartie, elle va se retrouver sur 40, 50 niveaux de prix. Et c'est absolument pas ce qu'on veut, puisque ça va diluer votre performance énormément. Par contre, et c'est là que ça devient intéressant, si l'ordre market ou l'ordre limite est placé dans une zone où énormément de liquidité peut être facilement récupérée, alors ces problèmes sont résolus. Parce qu'il y aura soit un ordre limite qui trouvera une majorité de contrepartie dans la liquidité qui va être cherchée, ou alors un ordre market qui ne subira qu'un décalage minime. Et ça, c'est un processus qui a été découvert pas par moi, mais par le meilleur analyste technique, selon moi, de l'histoire en trading, aux États-Unis au XXe siècle. Ça fait maintenant plus de 100 ans qu'on a découvert cette manière de fonctionner, et depuis, rien n'a changé parce que les règles du marché n'ont jamais changé. Ce même monsieur, Richard Wyckoff, a fait constat d'une relation très particulière qu'il appellera la loi de l'effort et du résultat. Encore une fois, j'invente rien, je me ferai pas passer pour l'inventeur de cette stratégie, mais les faits sont là. Cette loi de l'effort et du résultat explique qu'il faut d'abord générer un effort, donc une création puis une prise de liquidité, pour obtenir un résultat, une augmentation ou une diminution assez nette du prix dans notre exemple. Par exemple, ici sur le graphique, on peut voir que le segment noir représente l'évolution du prix quand le ratio entre l'effort et le résultat est sain. Le segment bleu, il représente le cas où avec peu d'effort,
on obtient un résultat supérieur aux attentes. Ce ratio implique forcément qu'il existe un fort déséquilibre entre offre et demande. Ici, dans notre exemple, peu d'ordres émis suffisent pour faire monter ou descendre le prix, ce qui suggère que la quantité d'ordres en face des ordres émis est très faible. Cette loi du résultat et de l'effort, on la retrouve par exemple quand il y a des bulles financières que les gens surévaluent, il y a un déséquilibre entre l'effort alloué et le résultat. L'inverse d'une bulle, c'est quand il y a une grosse concurrence, donc c'est le segment orange, qui représente un cas où beaucoup d'efforts sont fournis, par exemple une grosse prise de liquidité dans une zone comme on le voyait juste avant, qui offre un résultat faible, toujours dans notre exemple, un mouvement plutôt faible, comparé encore une fois à la prise de liquidité qui a été faite. Je pense que c'est important qu'on retourne sur nos graphiques pour mieux comprendre cette loi de l'effort et du résultat et les prises de liquidité qui en découlent. Donc nous revoilà sur exactement le même graphique. Qu'est-ce qu'on peut voir? On a ici la zone de liquidité qu'on avait tracée tout à l'heure, qui représente cette zone-là, sur laquelle énormément d'acheteurs se sont placés de cette manière, en espérant avoir un trade haussier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a eu une prise de liquidité. Je vous ai retracé la prise de liquidité. Donc là, ce qu'on a eu, c'est ce gros plancher de liquidité qui a été récupéré ici par ce gros point jaune. Cette bougie blanche est venue absorber tous ces ordres vendeurs. Vous le voyez ici, ce sont des ordres vendeurs parce qu'on est sur un achat. Donc on a acheté le marché ici, on le vend ici et ici. Et ces ordres vendeurs, ils servent à quoi? Ils servent aux grosses institutions à trouver contrepartie. Donc dans cette zone-là, il faut comprendre qu'en fait, il y a des milliers et des milliers d'euros qui ont été placés ici. Et regardez ce qui se passe ensuite. On a une hausse énorme du prix. Et si on reprend notre loi de Wyckoff avec l'effort et le résultat, on a toute cette zone-là qui peut être considérée comme la zone d'effort, dans laquelle il y a eu une grosse création de liquidité. Il faut comprendre qu'ici, c'est une création de liquidité qui dure quand même 45 jours. Après l'effort, on a le résultat qui nous donne cette grosse montée du prix. Ici, on a quand même une montée de 25% du prix en l'espace de 20 jours. Donc c'est gigantesque, 1% par jour quasiment. Et il faut comprendre que ce mouvement-là que l'on voit ici, il n'aurait pas pu avoir lieu sans ce mouvement-là ici, où il y a ma pastille jaune. Sans cette prise de liquidité, il n'y aurait pas pu avoir ce mouvement, car les institutions ne seraient pas rentrées, en fait, sans avoir la liquidité offerte par toutes ces positions de trading ici, et ces ventes. Maintenant, je vais vous parler de schémas de liquidité classiques que j'utilise en trading et qui font appel à des connaissances en liquidité, parce que c'est quand même le but de cette vidéo. Mais il faut comprendre que la liquidité, elle existe partout sur les marchés financiers. C'est pas forcément intéressant tout le temps, elle peut être prise d'une manière X ou Y, et il faut pas se fier uniquement à ça, il faut savoir la lire et comprendre pourquoi est-ce que cette prise de liquidité est intéressante comparée à une autre. Mais il faut que vous ayez ça en tête, en fait, la liquidité, elle existe partout. Là, on se retrouve ici sur la carte thermique des liquidations du Bitcoin, donc on voit un petit peu où est placée la liquidité, sur quelle zone de prix elle se trouve. On peut voir que ça fonctionne toujours sous cette forme de prise de liquidité, où vous voyez là ici par exemple, on a beaucoup d'or qui viennent se faire liquider ici. Ici, on a une prise de liquidité, on n'a pas nécessairement une baisse. Pourquoi? Parce que cette prise de liquidité, quand on comprend la liquidité, on comprend qu'elle n'est pas intéressante parce qu'elle s'intègre dans une analyse plus globale. Là, la structure est clairement haussière sur le Bitcoin. On va pas venir chercher une prise de liquidité haussière comme ça pour repartir alors que toute la structure nous indique que le prix va continuer à monter. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut savoir quelle zone de liquidité est importante ou pas, l'allier à la structure. Si cette vidéo vous a intéressé, vous aurez sûrement plein de questions. Je vous conseille de vous abonner parce que la semaine prochaine, je vais réaliser une vidéo sur la structure de marché dans laquelle on va réaborder ces notions de liquidité. Mais en tout cas, vous voyez bien que la liquidité, elle se concentre sur certaines zones et qu'elle délaisse certaines autres zones comme on peut le voir ici. Le but maintenant, c'est que je vous montre un des setups qui a fait ma réussite en trading, en propre firme, un petit peu partout. Juste avec ce setup-là et cette configuration de marché, j'ai réussi à gagner des centaines de milliers d'euros. Si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait celui-là. Évidemment, il y a toujours des petites variations qui interviennent. Mais pour moi, il est littéralement parfait et une prise de liquidité intervient dedans. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Évidemment, c'est pas un setup que je cherche bêtement sur les marchés. Ça intervient, comme je vous le disais avant, dans une analyse plus globale. Je vous montre la version baissière et la version haussière parce qu'évidemment, ce setup, il marche à la hausse ou à la baisse. C'est exactement la même chose. On voit qu'on a un bloc précédent. Pour l'instant, admettez-le. Ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je pense que vous comprendrez mieux. On va avoir une prise de liquidité quand le prix revient dans ce bloc, une cassure de la tendance et le prix va naturellement baisser. C'est exactement la même chose si on parle d'un achat. On va toujours avoir un bloc précédent dans lequel il va y avoir une prise de liquidité. Là, on la voit. Ici, c'est nos trois petits points qu'on voit qui créent de la liquidité avec plein de gens qui vont venir ici se placer en position acheteuse. On va attendre que la liquidité soit récupérée, une cassure de structure pour pouvoir se positionner et ensuite aller chercher des plus hauts. Je vais essayer de vous représenter ça sur les marchés financiers en commençant par cette configuration baissière. Voilà une position qui représente quasiment parfaitement cette configuration de marché dont je vous parlais. On voit bien ici le bloc précédent qui est juste ici. On attend que le prix crée une zone de liquidité. Ici, on la voit avec ces petits pointillés rouges. On a une première touche du prix, une deuxième, une troisième et on vient liquider sur cette grosse pastille jaune. Moi ici, je décide de rentrer en position là. Ça, on va pas l'aborder maintenant. Je l'expliquerai
d'autres vidéos. On a notre cassure de structure, on a notre BOS ici, donc notre continuation de structure, si le prix revient à agir comme ça. Mais on peut le voir ici, là j'ai déjà sorti mon risque de cette position, j'ai pris des profits partiels, donc c'est une position qui est déjà pour moi gagnante. Maintenant, si on essaye de voir cette configuration de liquidité, mais sur un achat, on va se retrouver avec ce setup-là. Donc voilà moi la position que j'ai prise, et ce setup-là, il est encore plus fidèle au schéma que j'ai créé, que vous avez vu juste avant, parce qu'on a bien notre bloc précédent, qui est juste ici. On a bien une prise de liquidité avec le prix qui va générer une touche, deux touches, trois touches avant de venir liquider une fois, recréer une micro-zone de liquidité ici pour revenir liquider. On a ensuite notre cassure de structure sur laquelle je suis venu me positionner, et ensuite le prix vient chercher des plus hauts. C'est toujours la même chose. Donc ces positions, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à commenter, à me laisser des questions dans les commentaires et à rejoindre mon Discord. Je pourrais potentiellement plus vous répondre là-bas. Mais en tout cas, ce sont des positions qui respectent totalement les critères de conception de zone de liquidité et de récupération. Un petit peu la loi de l'effort et du résultat dont on parlait tout à l'heure. Avec tout cet effort qui est créé pour créer tous ces résultats-là. Même si évidemment, c'est pas uniquement ça qui crée tout ce résultat-là, on a d'autres prises de liquidité ici en interne qui permettent aussi au prix de continuer à monter. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour l'algorithme, ça me donne de la force et ça me permet de continuer à vous donner du contenu gratuitement. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur la liquidité au global, n'hésitez pas à me laisser une réponse dans les commentaires YouTube ou de rejoindre mon serveur Discord et de me poser la question directement, je serai certainement plus actif là-bas. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on arrive la semaine prochaine avec une vidéo sur les structures qui va beaucoup vous aider. On se retrouve vite dans une nouvelle vidéo.